Bonjour et bienvenue sur le podcast de Veto Network. Je suis Grégory Santaner, fondateur de Veto Network et consultant dans le domaine de la e-santé animale. Cette chaîne de podcast est née d'une envie d'aller à la rencontre d'acteurs du monde de la santé animale investis dans différentes initiatives numériques. Pour éviter de manquer les prochains épisodes, abonnez-vous via les plateformes habituelles, Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Podcastix. Cet épisode est produit par Dr Patoun et je remercie Léo Gargot et Chloé Brett pour le sound design de cette chaîne de podcast. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que vous trouverez sur la fiche de cet épisode des liens pour accéder aux éléments cités par mon invité que nous allons retrouver dès maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Laetitia Dorso, qui est docteur vétérinaire, spécialiste en anatomie pathologique. Elle est actuellement praticienne hospitalière en autopsie à Oniris Nantes et coporteuse de la chaire de télémédecine vétérinaire d'Oniris Nantes. Je la remercie grandement parce que c'est la première invitée de ce podcast, donc merci à elle d'avoir tenté cette aventure avec moi pour ce premier exercice. Bonjour Laetitia, donc encore merci de ta présence. Et pour commencer ce podcast, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les motivations de ton intérêt pour le numérique en santé animale? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Grégory pour cette invitation. Mon intérêt pour le numérique, c'est surtout au départ une motivation qui est d'apporter mes compétences au service des vétérinaires praticiens sans que j'aie besoin de me déplacer. Donc, en fait, je reçois très régulièrement des avis par mail de praticiens et de praticiennes sur des photos d'autopsie, des cas qu'ils ont rencontrés. Et souvent, les photos, soit sont de mauvaise qualité, soit j'aurais voulu un angle différent qui pourrait me permettre le diagnostic, soit j'aimerais échanger avec le praticien ou la praticienne sur les prélèvements à réaliser au chevet de l'animal. Généralement, donc, les conseils sont asynchrones. Et ce que je recherchais surtout dans le numérique, c'est de me proposer une solution pour être aux côtés des vétérinaires au moment même où ils réalisent leurs autopsies pour pouvoir les conseiller au plus juste. D'accord, donc tu vas nous en parler un petit peu après, on reparlera justement de ton projet principal. Alors je préjuge que tu vas nous parler de téléautopsie. Donc voilà, le but c'était de pouvoir accompagner au plus près les vétérinaires et c'est pourquoi? Pour être plus précis, plus professionnel aussi, ou c'est de la curiosité? Oui, pour pouvoir échanger surtout, pour pouvoir échanger vraiment et avoir quelque chose qui soit et ascendant et descendant parce que certaines questions appellent des réponses, des précisions et puis j'aime bien, voir un petit peu quels sont leurs chemins, diagnostiques pour pouvoir en discuter avec eux parce que c'est eux qui sont plus proches des éleveurs et des propriétaires et ils peuvent me donner des informations qui sont des informations clés. Alors justement, je pense que tu vas pouvoir nous en dire peut-être un peu plus dans les questions que j'aimerais pouvoir poser dans ce podcast. C'est le principal projet numérique de chaque personne interviewée. Alors, j'ai présumé que c'était la téléautopsie vétérinaire. On va voir si j'ai raison. Sinon, parle-nous de ce que tu veux. Tout à fait, tu as bien raison Grégory. En effet, ce projet me tient vraiment à cœur. Donc, c'est un projet qui permet de mettre en relation directement un spécialiste, qui peut être moi ou une autre personne, bien sûr, et le praticien ou la praticienne sur le terrain. Donc, c'est une communication de son, des communications vidéo qui me permettent de les guider pas à pas dans leur autopsie et de pouvoir justement échanger les informations pour produire un compte-rendu qui soit consensuel entre le vétérinaire et le spécialiste et qui réponde bien sûr aux attentes des propriétaires d'animaux. Et du coup, là, pour être un peu plus concret, est-ce qu'on est toujours sur le même type d'outil que ce que tu avais pu montrer, c'est-à-dire des lunettes que porte le praticien pour que ceux qui connaissent pas ce domaine-là puissent un peu se rendre compte, parce que c'est vrai que c'est un peu abstrait. Oui, quand on fait une autopsie, bien sûr, la première chose qui vient à l'idée, c'est qu'il faut absolument que le praticien soit libre, qu'il ait les 2 mains libres, pour pouvoir, exercer, la dissection et qu'il n'ait donc, pas de souci de technologie à régler. Donc il chose des lunettes connectées, qui me permettent en fait, moi, assise bien confortablement devant un ordinateur, de voir, ce que le praticien voit. Puisque l'avantage des lunettes connectées par rapport à une GoPro notamment, c'est que la caméra est dans le champ visuel directement du vétérinaire. Donc, je vois exactement ce que le vétérinaire voit. Donc, ça me permet d'être vraiment à sa place. Il fait la dissection et on peut discuter sans aucun souci avec les mains libres et une
une bonne connexion image et son sans aucun souci. OK, OK, super. Et est-ce que ces outils-là sont aussi, utilisés dans le cadre pédagogique à l'école? Est-ce que les élèves commencent à s'approprier ce genre d'outils? Est-ce qu'on va avoir des vétérinaires 3.0, qui vont sortir? C'est bien possible puisque nous avons tous été confrontés à la crise sanitaire qui nous concerne toujours et qui nécessite en effet d'avoir des étudiants qui, vont apprendre sur d'autres modes, donc soit du distanciel pur, soit du comodal distanciel présentiel et le fait d'avoir des lunettes connectées permet notamment de filmer, les rondes cliniques, mais aussi de pouvoir avoir, une partie des étudiants simplement en présentiel et l'autre partie soit dans une salle autre avec un autre enseignant, soit éventuellement chez eux. Et ça permet d'avoir des petits groupes qui permettent de respecter les mesures sanitaires et les gestes barrières. D'accord. Oui, du coup, avec le Covid, bah, comme dans d'autres domaines, y compris dans le domaine vétérinaire, ça nous a fait un peu bouger les lignes, sur certaines pratiques. OK. Et petite curiosité pour savoir où ça en est par le projet, j'avais été, assez fasciné parce que, bah, comme beaucoup de personnes qui nous écoutent, je m'étais dit: «Mais autopsie, voilà, moi, à l'époque, on m'avait appris qu'il y avait le toucher aussi, qu'il y avait l'odeur, des choses comme ça». Alors, le toucher, tu m'avais expliqué le principe de peut-être quelque chose qui permettait de codifier ce toucher même à distance. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Tout à fait, on y travaille. Après, ça, c'est surtout de l'ingénierie pédagogique, en fait, hein. Tous ces nouveaux modes d'enseignement demandent quand même des réflexions. Donc, en fait, pour l'odeur, c'est assez simple puisqu'on parle entre professionnels. Je pense que quand je parle d'une odeur de nécrose, le vétérinaire est tout à fait capable de me restituer cette odeur. Pour le toucher, en effet, c'est très, très personnel. Donc, on avait imaginé mettre au point un set de balles kinétiques, donc c'est-à-dire des balles en mousse de différentes consistances. Et donc, le vétérinaire pourrait me dire, eh bien, écoute, ce que je ressens, c'est plutôt la consistance de la balle numéro tant ou de la balle de telle couleur, ou plutôt non, c'est plus ferme que la balle de telle couleur. Et moi, j'ai les mêmes balles euh, euh, à côté de moi, et en fait, je touche en même temps et je ferme les yeux généralement, et je peux le vétérinaire peut ainsi essayer de me restituer ces sensations. D'accord, OK, c'est intéressant. Ça me fait penser à, pour ceux qui aiment bien la cuisine, la cuisson de la viande, en fait, qui se fait en fonction de différentes textures de toucher dans la paume de la main. Enfin bon, voilà, on va pas, là, pour le coup, c'est pas les mêmes viandes, donc on va pas filer la métaphore. Voilà. OK, merci pour le projet. Alors, pour tous ceux qui voudraient en savoir plus, voilà, vous pouvez aller sur le site de Oniris Nantes ou même prendre contact avec toi. La chaire de télémédecine, et la téléautopsie, se développe, et tu as aussi pu publier quelques éléments dans le dernier livre blanc sur la télémédecine de VetInTech qui sont super intéressants. Pour élargir un peu, est-ce que tu pourrais nous dire, les points clés selon toi pour développer le numérique en santé animale, même au-delà de ton projet sur lequel tu es concentré? Est-ce que tu as des éléments qui te viennent? Alors, pour moi, il y a plusieurs éléments. En effet, comme je le disais précédemment, la crise sanitaire a remué un peu tout le monde et puis a demandé une certaine adaptation, une certaine adaptabilité. Et clairement, pour tout ce qui est l'évolution de ces nouveaux modes de fonctionnement en termes de diagnostic et peut-être de thérapeutique, c'est vraiment le besoin de penser autrement. On arrive clairement à un modèle et économique et de fonctionnement pur et simple qui est en bout de course. Et il faut le dire, il faut en avoir conscience. Je ne pense pas que le numérique soit la solution et la panacée, mais par contre, il nous faut vraiment ensemble reconstruire des modes de raisonnement, dont la sémiologie 2.0 à distance, par exemple. Et il faut vraiment retrouver un nouvel équilibre entre le praticien, son client et puis éventuellement un spécialiste ou un vétérinaire référent. Donc, il faut trouver cet équilibre entre ces nouveaux outils technologiques que nous avons à nos dispositions, nos façons de fonctionner et puis bien sûr nos valeurs personnelles. Ça, c'est très, très important de pouvoir s'y retrouver collectivement. Donc, il y a vraiment un besoin de déconstruction pour une peut-être future reconstruction qui est encore à venir et qui tâtonne. Et il faut accepter ces tâtonnements également. Il ne faut pas en avoir peur. On peut se tromper, on peut faire machine arrière. C'est absolument pas interdit. C'est la façon dont on a de progresser. Hein. Le système essai-erreur de la paramécie et pas considérer que les erreurs remettent en question forcément toutes les technologies
dont certaines pourraient être nécessaires. Donc voilà. Ok. Et là, tes considérations, tu vois ça de manière très globale, c'est-à-dire l'ensemble du monde de la santé animale, ou ça s'adresse plus au monde pédagogique, académique, qui est le tien actuellement? Je vais plutôt me prononcer sur mon monde à moi que je connais quand même mieux. Je me prononcerai pas pour les praticiens parce que je pense qu'ils auront l'occasion de s'exprimer aussi. Mais je pense qu'on fait partie quand même d'un tout, hein. On gère tous à notre niveau la santé animale, que ce soit dans la formation, dans la pratique quotidienne. Et pour ça, il faut aussi se faire confiance et essayer d'aller de l'avant, pas n'importe comment, bien sûr, hein, en bornant quand même les choses, hein, parce qu'une nouvelle réflexion comme ça et un nouveau mode de fonctionnement, ça nécessite des réflexions à la fois technologiques, éthiques et juridiques. Et là, tu parlais du coup d'éthique, de point de vue, donc c'est plus mental et centré sur l'usager de ces technologies-là. Et justement, alors en prenant en exemple ton projet ou d'autres, est-ce que justement les limites sont aussi technologiques? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais pouvoir faire, ou là tu disais voilà des étudiants qui seraient dans une autre salle, donc ça oblige peut-être à des connexions du matériel. Enfin, est-ce qu'il y a aussi des contraintes dans la tête, mais aussi dans ce qu'on a dans les mains, les outils Bien sûr, il y a des contraintes matérielles, mais en fait, quand on essaie de mettre en place des nouvelles choses, on se rend compte que les contraintes matérielles sont souvent, je vais dire un gros mot, mais une excuse pour ne pas commencer à réfléchir. Parce que dès qu'on achète le matériel correspondant, etc., on se rend compte que les limites, elles sont pas matérielles, c'est nous. Et on se heurte plus facilement à ces limites-là, même si budgétairement ou financièrement, c'est pas toujours facile d'avoir accès à toutes les nouvelles technologies. C'est bien de penser les deux ensemble, puisque le temps que le financement vienne, en fait, la petite graine, elle germe un petit peu dans le cerveau de chacun, et puis il y a une réflexion qui s'amorce, tout à fait. Ok, d'accord, ouais. Dans la tête et dans les mains, quoi, en gros. Et puis le portefeuille aussi, quand même, qui existe de toute façon, forcément. Ok, super. Et là, on parlait un peu de maintenant, les points clés. Et quel type d'évolution tu vois? Alors, ça peut être à 3, 5, 10 ans. Alors, 10 ans, je pense qu'il faut être Nostradamus pour prévoir quoi que ce soit. Mais à 3 ou 5 ans, que ce soit dans ton domaine spécifique, plus spécifique de la télémédecine, ou dans d'autres domaines, quelles choses tu vois arriver dans le numérique en santé animale? Quels éléments clés vont se développer? En quoi ça pourrait changer les choses? Est-ce que tu as des points de vue là-dessus? Eh bien, je pense que ça va raccourcir énormément le temps, ça c'est sûr, avec des accès assez faciles. C'est-à-dire que moi, je parle plus de ce que je connais le mieux, mais ces systèmes-là permettent de rapprocher très vite toutes les personnes qui sont autour de l'animal, c'est-à-dire le propriétaire, le vétérinaire traitant, et puis éventuellement d'autres personnes. Je pense à des techniciens d'élevage en élevage. Je pense aussi à la réception de données dans un élevage qui va être à disposition directement en même temps du vétérinaire et de l'éleveur. L'accès facile à un spécialiste, c'est-à-dire que dès qu'on aura un souci, on pourra plus facilement réunir les gens autour de cette problématique et toujours centré sur le propriétaire de l'animal qui est quand même la clé. Et donc, il va pouvoir avoir des accès plus faciles. Bien sûr, accès plus facile, ça ne veut pas dire non plus accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein. Ça devra être là aussi borné. Quand je parlais de valeur personnelle, c'est ce qu'on met dans le travail et ce qu'on considère comme du temps de travail. Donc ça, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais si on utilise mieux le temps, peut-être qu'on travaillera aussi moins, mais mieux. Ok, d'accord. Et donc là, du coup, tu parlais du collaboratif, si j'ai bien saisi, c'est-à-dire, et par rapport à ça, justement, est-ce que tu as des avis, des craintes ou des espoirs? Parce que dans les problématiques des données, puisqu'on tombe là sur les données, c'est aussi leur accessibilité. Là, je dirais que tu as dessiné un schéma idéal, certains diraient utopiste, où bah voilà, il y a qu'à demander la donnée et on l'a, mais peut-être que ça sera pas comme ça, peut-être qu'il y aura des restrictions d'accès en fonction de qui produit la donnée. Enfin voilà, est-ce que tu as un point de vue ou des avis à donner là-dessus? Alors, sur les données, c'est vrai que c'est un point un petit peu difficile à évoquer parce que on ne sait toujours pas vraiment qui est propriétaire des données. À partir du moment où la personne qui doit se prononcer ou donner un avis sur un cas clinique, sur un élevage,
a accès aux données qui lui sont strictement nécessaires, en effet, on peut éventuellement essayer de borner les limites et donner des accès restreints. C'est ce qui se passe dans toutes les entreprises où tout le monde n'a pas accès à toutes les données de l'entreprise, mais simplement à ce qui lui sert pour son travail. C'est vrai que je suis d'un naturel très optimiste et que voilà, c'est peut-être un défaut, mais je pense qu'il faut partir toujours avec comme avec des nouvelles personnes qu'on rencontre avec un a priori positif, plutôt que d'avoir en effet des préjugés qui peuvent simplement nuire à notre jugement plus tard. Donc là aussi, les préjugés, c'est un gros obstacle à la diffusion du numérique, je pense. Ok, ok, bah merci, c'est intéressant et je pense que ça serait intéressant de confronter tout ça aux futures personnes qui passeront dans ce podcast. Je pense qu'il y a plein de façons de voir les choses, à 3, 5 et encore plus 10 ans. Ce que je te propose, voilà, vous découvrirez pour ceux qui écoutent ce premier épisode, il y a la volonté de finir sur une touche peut-être un peu plus personnelle en fonction des réponses des uns et des autres, avec un petit questionnaire. Alors, extrêmement modestement inspiré du questionnaire de Proust, ou pour ceux qui regardaient Bernard Pivot dans Apostrophe, dans les époques des 40-50-naires, donc avec quelques questions qui tournent autour du numérique malgré tout, pour rester dans le sujet. Donc les réponses n'ont pas vocation à être très très longues ni argumentées, c'est juste pour partager des choses. Donc je vais commencer. La qualité principale du numérique selon toi? Pour moi, c'est vraiment de faciliter le transfert de connaissances pour moi et la diffusion de la connaissance. La qualité que tu préfères chez les personnes qui travaillent dans le numérique, puisque je pense que tu es amené à être en contact avec ce genre de personnes de plus en plus. Eh bien, justement, pour moi, c'est l'écoute active, puisqu'on se rend compte que beaucoup de gens qui travaillent sur le numérique, loin d'être des geeks, sont des personnes qui sont profondément humaines et qui défendent aussi l'humain. Je prends. Donc, même si effectivement il peut y avoir des préjugés là-dessus. Ton occupation numérique préférée? Partager mes cas cliniques avec mes confrères et mes consoeurs. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'en profite, petit moment de publicité. Il y a un super groupe Vetautopsie, c'est ça? Vétotautopsie Nantes. Vetautopsie Nantes, voilà. S'il y en a qui aiment l'autopsie et qui veulent aller partager des cas, il y a un super groupe. Vous êtes combien? Vous êtes plus de 1000, ça y est? On est plus de 1500, ça y est. Ah ouais, bah tu m'as largement battu. Pendant longtemps, on s'est fait la course, mais ça y est, je suis complètement terrassé. Ce qui t'agace dans le numérique parfois? Les préjugés, mais comme partout, je voudrais dire. D'accord. Bon, c'est généraliste. Le projet numérique en santé animale auquel tu voudrais participer? Auquel je voudrais participer, c'est d'essayer de trouver une façon de faire de la reconnaissance d'images de lésions nécropsiques. Super. Voilà. Pas de raison, faut courir après, ça viendra. Le projet numérique en santé animale qui t'intéresse actuellement, là, c'est plus ce qui se passe autour, où tu te dis, tiens, ça c'est pas mal. C'est justement tout ce qui est reconnaissance d'images en histologie, c'est déjà très très bien avancé. Donc je suis ça de près pour essayer de transférer ça à des images réelles et pas des images sous microscope. C'est un peu plus difficile, mais ça peut se faire. Ok. La personne préférée que tu connais et qui est impliquée dans le numérique? Alors, j'invite tout le monde à aller voir ce que fait ce monsieur. C'est le docteur Pierre Simon, qui a été longtemps président de la Société française de télémédecine humaine et qui est quelqu'un de passionnant. Et quand je parlais d'humaniste, c'en est un. Super, j'irai voir ça. Je pense avoir déjà lu des trucs, mais on va approfondir. Un titre de film qui parle du numérique et que tu veux recommander? Alors moi, malheureusement, je suis pas très très film, je suis plus manga, donc ce sera un manga. Je conseille à tout le monde de regarder Paprika. Donc c'est un dessin animé, un manga japonais qui est sorti en 2006 et qui est très très intéressant. Ok, je ne connais pas, donc je vais y aller une fois le podcast terminé. Dans la même veine, un titre de livre qui parle du numérique et que tu veux recommander? C'est un livre que j'ai lu récemment, ça s'appelle M, le bord de l'abîme de Bernard Minier, je crois. Ça doit être ce nom-là. Et c'est très intéressant. Bon, faut pas être phobique du numérique, mais ça pose des bonnes questions. Et c'est très sourcé, surtout. C'est un roman malgré tout, parce que Bernard Minier, c'est des romans, mais ok. Oui, c'est de la fiction, des thrillers, et c'est surtout, ce qui est bien, c'est qu'il y a toute une bibliographie derrière sur lequel on peut s'appuyer aussi pour creuser les choses. Un lieu à visiter pour découvrir le numérique, si tu as quelque chose? Alors actuellement, au niveau visite, c'est un petit peu
un petit peu restreint. Et j'avoue que moi, mes visites sont plutôt basées sur autre chose que le numérique, j'avoue. Donc sur les lieux, j'ai pas trop d'idées. Voilà, je sais pas. Ok, mais si t'as pas, c'est pas très grave. On peut répondre joker ou blanc. Un jeu vidéo auquel tu aimes jouer, si tu joues aux jeux vidéo. Eh bien, pas du tout. Si vous saviez que la dernière fois que j'ai touché un jeu vidéo, c'était Mario Bros sur NES, il y a que ceux qui ont plus de 40 ans qui peuvent comprendre. Ça fait un certain temps. Oui, c'est un certain temps, mais c'était bien Mario Bros sur NES. Si tu devais recommander une mesure pour développer le numérique en santé animale, Et là encore, je prends ma casquette pédagogique, c'est former les étudiants. la formation initiale en école, en fait. Ok. Ok. Bon, alors, pour ceux qui ont peut-être pu écouter le pilote que je diffuserai peut-être un jour où je m'auto-interview, ce qui est un exercice qui est à la limite en termes psychologiques, j'ai répondu quelque chose de très similaire. Donc, on est déjà deux à penser la même chose. Est-ce que tu as une devise ou citation préférée, que ce soit numérique ou non, là, pour le coup? J'ai trouvé une citation qui, moi, me plaisait bien, hein, de Marion Carrette. Donc, Marion Carrette, c'est la PDGR de Wicard, et qui disait qu'elle avait repéré 4 choses primordiales dans son parcours. Euh, les choix, les rencontres, la chance et la persévérance. Et je trouve que ça résume beaucoup de choses. Merci pour ça. Et bah, là, on arrive au bout de ce petit questionnaire. Est-ce que tu as une dernière chose rapide à dire avant qu'on se dise au revoir? Simplement qu'à partir du moment où on a connu le Minitel, on peut s'adapter à tout. Ouais, c'est pas faux. Alors pour tous ceux qui regardaient les concours veto, les résultats du concours veto sur 3615 Shadowg à l'époque, si on s'est adapté à ça, effectivement, on peut s'adapter au reste. Bah, sur ce petit moment de nostalgie, je te remercie encore pour cette première participation. Merci à toi d'avoir accepté de faire une forme de cobaye, on va dire. C'est de l'expérimentation. Je vous remercie tous pour ce podcast et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. J'espère que ces échanges autour du numérique vous ont plu. Vous pouvez retrouver sur la fiche de cet épisode des liens pour accéder aux éléments cités par mon invité. Ils vous permettront de mieux découvrir son univers numérique et de développer le vôtre. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne de podcast Veto Network. Et en attendant, retrouvez les actualités de la e-santé animale sur www.vetonetwork.com avec la chaîne YouTube, la newsletter, la page et le groupe Facebook, les comptes Twitter et Instagram, les webinars, bref, tous les moyens possibles pour vous parler de la e-santé animale. A bientôt pour le prochain épisode de ce podcast Veto Network.